Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la lourde restructuration de la Deutsche Bank. 18 000 suppressions de postes, 1/5 des effectifs. C'est le plus grand plan social de son histoire. Le plan de la dernière chance, disent déjà certains. Mais au-delà de la casse sociale, il y a le spectre d'une nouvelle crise financière. La Deutsche Bank est-elle un Lehman Brothers en puissance? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées qui ne sera pas vraiment un match ce soir, nous recevons Patrick Martin-Genier et avec lui nous reviendrons sur le retour éclatant de la droite en Grèce. C'est un leader conservateur qui arrive largement en tête des législatives, on l'appelle le Macron grec. Quels enseignements en tirer? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis ce soir, on va aussi s'intéresser à la grande fête du livre pour la jeunesse. Cela s'appelle Partir en livre et ce sont des milliers d'événements qui auront lieu dans toute la France du 10 au 21 juillet. On va en parler ce soir avec notre invité dans l'entretien, Vincent Monadé, président du Centre national du livre. D'abord, voyons comment les jeunes lisent aujourd'hui. C'est un reportage d'Adrien Develay. Non, les 12-18 ans ne sont pas fâchés avec les livres. Je lis quelques mangas et après je lis les livres pour le collège. Je lis des livres papier et je lis surtout des classiques. J'aime bien avoir le livre papier pour le lire. Les millennials, les enfants de l'an 2000, sont de bons lecteurs. Dans cette librairie parisienne, une section entière est dédiée à la lecture adolescente. Là, on va avoir une table qui est consacrée à tout ce qui est littérature réaliste et là, au fantastique. Alors, Bondou, Collins, Hunger Games, Desjardins, Desplechin. Héroïque fantasy, science-fiction, romans réalistes, les ados ont des goûts variés et ne craignent pas non plus de s'attaquer à des pavés. En revanche, ils liraient moins pour le plaisir que les autres lecteurs. Pour cette libraire, 2 facteurs expliqueraient ce phénomène: les lectures obligatoires au collège et les séries. Leur temps de lecture va aussi être pris par le temps de lecture des lectures prescrites au collège. Toute la question, c'est comment après faire revenir ces lecteurs qui n'ont pas complètement quitté la lecture, mais qui lisent pour l'école et qui vont sur Netflix aussi. Du coup, pour réhabituer les jeunes au plaisir de lire, les professionnels du livre s'adaptent. En plus de proposer des contenus de plus en plus qualitatifs, les éditeurs investissent Internet où se concentrent désormais les adolescents. Ils communiquent, ils ont fédéré des communautés de lecteurs autour de leurs réseaux sociaux. Ils sont très proches de blogueurs qui prescrivent aussi, de youtubeurs surtout, qui prescrivent. C'est vraiment YouTube. Une étude du Centre national du livre publiée en 2016 montrait une progression des autres supports de lecture. Liseuses, livres audio ou versions numériques, on le vend en poupe chez les adolescents. 20% d'entre eux, par exemple, se sont déjà essayés au livre sur écran. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, président du Centre national du livre, Vincent Monadé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la 5e édition, si je ne me trompe pas, de Partir en livre. Pourquoi un événement qui se concentre spécifiquement sur les jeunes? Il faut les convaincre, les jeunes, de lire aujourd'hui? Les convaincre, non, mais il faut les attraper le plus jeune possible pour en faire des lecteurs et ne jamais les perdre. Voilà, un enfant lit naturellement ou quasiment. Quand il n'a pas de problème d'apprentissage de la lecture, il est facilement lecteur. Mais à l'adolescence, il y a un décroché, vers 13-14 ans. Donc il faut accompagner les jeunes pour leur rappeler que la lecture, c'est avant tout du plaisir. Alors expliquez-nous le détail de cet événement, de ce concept. Ce sont les livres qui vont vers les jeunes et non pas les jeunes qui vont vers les livres. Partir en livre, ça dure 10 jours, enfin 11, du 10 au 21 juillet. Et effectivement, l'idée est de sortir le livre de ses lieux habituels. Donc il n'est pas à l'école, il n'est pas dans la librairie, il n'est pas dans les médiathèques, mais il est dans les jardins publics, dans les piscines, dans les campings, sur les plages, au pied des centres de loisirs. Il y a 7000 événements, un peu plus de 7000 événements dans toute la France pendant 11 jours. Donc il y a largement de quoi trouver son bonheur. Sous quelle forme? Donc des petites bibliothèques éphémères? Il y a beaucoup de formes. Il peut y avoir des roulottes de livres, par exemple, qui sont itinérantes. Il peut y avoir des lectures publiques dans les parcs. Il y a nos livrodromes que nous organisons nous-mêmes, qui sont dans 5 villes de France, des événements dédiés aux adolescents lecteurs, aux adolecteurs. Il y a des grosses manifestations, des plus petites, des plus modestes. Il y a des animations dans les campings. Il y a parfois des animations à la piscine. On apprend à lire, on fait des ateliers, on rencontre des auteurs, voilà. Oui, des rencontres avec des auteurs aussi? Il y en a, il y en a... Ils répondent présents, ces auteurs?
Oui, d'abord, ils sont rémunérés pour le faire, ce qui est normal. Les auteurs doivent être rémunérés quand ils interviennent quelque part et ils aiment beaucoup rencontrer le public. Donc, ils nous aident à faire des ateliers. Là, à la Courneuve, on lance pour la 2e année le parc d'attractions littéraires dans le parc paysager de la Courneuve, organisé par le Salon du livre de jeunesse de Montreuil. Et on aura Donc vous arrivez à aller des partout, auteurs. alors, y compris dans les banlieues dites difficiles? Nous allons partout, évidemment, bien sûr. Le livre est bien accueilli partout. Voilà, il suffit juste de sortir d'une espèce de germanopratisme qui peut mettre le livre comme intimidant, mais il ne l'est pas. Quand on dit jeune, on parle de qui exactement? De quel âge? Des enfants? Des adolescents? Ça va jusqu'à quel âge? On peut considérer que dès le bébé, dès qu'il y a un bébé et qu'il y a des livres de bain, on peut attraper un lecteur et on parle de jusqu'au ce qu'on appelle le young adulte, les jeunes adultes, je préfère moi. On parle de jusqu'à 25 ans environ, 25-27 ans. Et alors, qu'est-ce qu'ils lisent ces jeunes? On parlait des BD, je vois que vous avez mis Titeuf sur votre affiche, donc ça veut dire que vous voulez attirer les ados. Oui, c'est Zep, le créateur de Titeuf, qui nous a dessiné l'affiche cette année. Il y a un an, c'était Johann Sfar. Enfin, on change. Il y a eu Kitty Kreuzer. Chaque année, on change d'illustrateur pour attirer les jeunes autour d'un univers qui leur est familier et qui leur parle. Après, qu'est-ce qu'ils lisent? Oui, il y a beaucoup de bandes dessinées, mais il y a aussi énormément de romans, des romans de fantaisie. Certains vous diraient que la BD, c'est pas vraiment de la bonne lecture. Ils On ont entend tort. encore des enseignants qui vous disent, oui, enfin, la BD, bon... Ils ont tort. La bande dessinée est un art majeur qui a produit des grandes œuvres. Et comme la littérature, elle n'a pas produit que des grandes œuvres, mais elle en a produit. Et globalement, vous diriez que les jeunes s'éloignent de la lecture? On a parlé Non. des nouveaux outils numériques, on a parlé d'Internet, de Netflix, on entend cette librairie. Non, c'est pareil pour les adultes. On a le même temps de loisirs depuis des années. Mettons pour les adultes depuis les 35 heures et pour les enfants depuis que le temps de l'école a été à peu près figé. Donc on a le même temps de loisirs. Avant, on avait peu de loisirs. Maintenant, on en a beaucoup plus. Donc on arbitre entre les loisirs. Se sont rajoutés effectivement les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo. Il y a des arbitrages qui sont faits. Les jeunes ne sont pas moins lecteurs, mais ils consacrent moins de temps à la lecture. C'est pas un frein quand même, ces réseaux sociaux et je pense par exemple aux catégories socio-professionnelles. Est-ce que c'est pas un certain milieu qui reste quand même accroché à la lecture et puis les autres dont les parents lisent moins par exemple, où il y a plus Internet et la télévision à la maison et qui lisent Ce qui est certain, c'est que les enfants mais ça a toujours été, les enfants de parents qui ne lisent pas ont moins de chances de devenir lecteurs que les enfants de parents qui lisent. C'est une inégalité sociale profonde qui fonde ce qu'on a essayé de faire avec les bibliothèques. Créer des lieux où les gens peuvent emprunter des livres et lire librement, sans être dépendant d'une inégalité économique de l'accès à la lecture. Mais pour autant, non, les freins très forts, c'est les arbitrages qui sont faits dans le temps de loisir. Oui, effectivement. Les Parce que réseaux c'est plus sociaux nous facile font aussi du mal. peut-être que lire, ça demande une certaine concentration, alors qu'un réseau social... Non, c'est surtout n'en que demande lire, pas. c'est extrêmement intime. C'est un moment à soi, entre soi et soi-même. Alors que l'adolescence est un moment de découverte de l'amitié, des groupes, des bandes, des copains. Et donc, le réseau social joue ce rôle que le livre ne joue pas, c'est-à-dire de tisser du lien. Dans le monde du livre, on s'aperçoit que vous rivalisez tous d'inventivité pour aller chercher ces jeunes à la lecture. On voit cet événement, on voit la création des livres audio aussi. C'est un phénomène un peu nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le livre audio, c'est formidable. C'est un vieux phénomène. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, on le croyait réservé aux personnes en situation de handicap, notamment malvoyantes, ou aux personnes âgées. Or, en fait, pas du tout. Le livre audio explose les publics. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent du livre audio au téléphone, à travers des écouteurs, par des applications dédiées. Ça passe aussi par les instituteurs. On voit des instituteurs qui commencent à faire, alors je ne sais pas comment dire, faire lire ou faire écouter des histoires via des livres audio. Vous validez cela? Vous validez tout à fait. Mais de toute façon, tout ce qui est lecture à voix haute est excellent. Voilà, tout ce qui est partage de la lecture est excellent. Parce que ça permet d'une part de devenir beaucoup plus fluide en lecture quand on lit en voix haute. On bute d'abord sur les mots, puis petit à petit, ça rentre. Et par ailleurs, tout le monde aime qu'on lui raconte une histoire, donc ça attache à la lecture. Et puis il y a aussi les liseuses maintenant. Est-ce que c'est pas un peu la disparition annoncée du livre papier ou non, au contraire, les jeunes et les Français en général sont toujours très attachés au livre papier? Chez nous, pour l'instant, oui, tout le monde est très attaché au livre papier. Les liseuses n'ont pas marché dans notre pays. Nos concurrents, c'est plus les smartphones et les tablettes que les liseuses. Elles n'ont pas pris. Et le livre numérique représente 6 à 7% du marché du livre général en France. Donc c'est un secteur qui croît, mais doucement. Le livre papier reste ultra dominant. Et on entend cette libraire dans le reportage d'Adrien Develay qui nous parle des youtubeurs qui donnent des conseils lecture. Oui, Alors on moi, je appelle vous avoue ça que j'ai des découvert ça. booktubers.
Vous comptez sur eux aussi? Ce sont des leaders, d'opinion chez les jeunes? Il y en a qui seront présents avec nous dans Partir en livre, notamment dans les livrodromes. Ce sont des booktubers, des chaînes YouTube dédiées aux livres, et ça marche bien, oui. Et ces jeunes transmettent leur passion de la lecture, donc c'est formidable pour nous. Pourquoi la lecture est-elle si importante? J'ai lu une interview de vous dans Le Monde, et vous dites que c'est le point d'entrée dans la citoyenneté. C'est-à-dire? C'est assez simple, je crois que contrairement à ce qu'on croit, l'essentiel de notre accès au monde passe par l'écrit. Que ce soit Internet, que ce soit les informations qu'on reçoit et qu'on lit. Finalement, Internet a plutôt développé une lecture qui n'est peut-être pas une lecture plaisir, mais plutôt développer l'acte de lire comme obligatoire pour accéder à l'information que l'inverse. Donc voilà, la lecture est un moment de construction de sa pensée, de ce qu'on croit, de ce qu'on veut défendre, et donc de la citoyenneté. Du coup, quel est le message que vous auriez envie de délivrer aux parents qui nous regardent ce soir, qui ont du mal peut-être à convaincre leurs enfants de lire? C'est pas toujours simple, c'est de leur lire une histoire tous les soirs? Alors lisez-leur des histoires même quand ils sont plus âgés et qui savent lire. Continuez à leur lire des histoires, oui, c'est très important parce que ça crée un lien et que ça rattache quelque chose un moment très privilégié avec ses parents à la lecture. Donc ça pousse à lire, et puis laissez lire ce qu'ils ont envie de lire. Voilà, ne vous érigez pas en juge, y compris des BD, y compris des romans de fantaisie, y compris des mangas, y compris des choses que vous ne comprenez pas et que vous détestez. Laissez-les lire ce qu'ils ont envie de lire. Sanctionnez juste que c'est pour leur âge, c'est tout. Le message est passé. Merci infiniment. Merci à vous d'être venu nous voir, donc président du Centre national du livre. Et je rappelle l'événement qui arrive dans 2 jours, Partir en livre, et qui se terminera le 21 juillet. C'est le moment pour vous, les jeunes, de vous mettre ou de vous remettre à la lecture. Merci infiniment. Merci. OVPL continue avec le match des idées qui n'en est pas vraiment un ce soir. Un seul matcheur avec nous dans un instant, c'est Patrick Martin-Genier. On va s'arrêter avec lui sur la victoire de la droite en Grèce après 4 ans de gauche radicale. Exit Alexis Tsipras, qui rejoint donc les rangs de l'opposition. Place à Kyriakos Mitsotakis, celui qu'on surnomme déjà le Macron grec. Quel est le sens de ce vote? On va en parler avec notre invité après les premières explications de Flora Sauvage. Avec l'élection de Kyriakos Mitsotakis, c'est le retour éclatant de la droite en Grèce. Pour les Grecs, le nom du nouveau chef du gouvernement est loin d'être inconnu. Son père a été Premier ministre, sa sœur, ministre des Affaires étrangères, et son neveu est l'actuel maire d'Athènes. Proche des milieux d'affaires, le nouveau Premier ministre grec a promis de relancer l'économie du pays, durement touchée par les cures de rigueur imposées par les créanciers du pays, l'Union européenne et le FMI. Nous avons atteint presque 40%, ce qui est un résultat incroyable, vu le contexte de paysage politique fragmenté. Et je sens que nous avons un mandat solide pour délivrer mon programme, qui est de faire croître l'économie, de créer plus d'emplois, mais aussi de s'assurer que le peuple grec se sente de nouveau en sécurité. C'est une sévère défaite infligée au Premier ministre de gauche sortant, Alexis Tsipras. Pour les Grecs, son gouvernement est coupable d'avoir trahi ses promesses et d'avoir imposé l'austérité. Le jeune leader de la gauche radicale, Alexis Tsipras, avait suscité l'espoir en 2015, avant de faire volte-face et d'accepter un plan de sauvetage assorti de sévères mesures pour empêcher la sortie de l'euro. Désormais, le leader de Syriza va siéger dans l'opposition au Parlement. Je tiens à assurer au peuple grec qu'avec notre nouvelle position, celle de la principale opposition, nous serons présents pour défendre les intérêts des personnes qui luttent. Les défis pour le nouveau Premier ministre sont de taille. Relever l'économie et sortir la Grèce de la crise, un programme ambitieux dans un pays qui compte 35% de pauvres. Et avec nous pour ce match des idées qui prend des airs d'entretien ce soir, Patrick Martin-Genier, bonsoir, bienvenue. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO et vous êtes spécialiste des questions internationales et européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? Alors comment vous analysez cette défaite de Tsipras et donc cette victoire de Mitsotakis? Les Grecs se tournent vraiment, d'après vous, vers le centre droit, la droite grecque, ou est-ce que c'est purement et simplement un vote sanction contre Tsipras? Moi, je crois à titre essentiel que c'est un vote sanction, car, rappelez-vous, Alexis Tsipras de Syriza, qui est un parti populiste d'extrême gauche, ce n'était même pas la gauche social-démocrate, était arrivé au pouvoir au mois de janvier 2015 avec un mot d'ordre: nous allons mettre fin à l'austérité et à la rigueur. Cette austérité qui avait été imposée par ce qu'on a appelé la Troïka, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, la Commission européenne, et donc on ne voulait pas de cette rigueur. Et donc il est arrivé contre la rigueur, en espérant faire autre chose. Et donc il est arrivé, et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé un accord avec Bruxelles,
universelle et il a imposé cette rigueur. Il a déçu, voire trahi certains. Mais il a trahi les électeurs parce que la rigueur, ce n'est pas quelque chose de gauche. On peut faire de la rigueur, il y a bien d'autres partis de gauche qui ont fait de la rigueur, mais lorsqu'on dit qu'on va mettre fin à un système, à l'austérité et à l'appauvrissement du peuple grec, il faut rappeler qu'à cette époque, il devait 320 milliards d'euros de remboursement, il y avait beaucoup de dettes. Il aurait pu dire on va essayer de faire ce que l'on peut, on va être plus modeste. Non, on va mettre fin à la rigueur. Rappelez-vous, Varoufakis, qui était un ministre de l'économie de gauche, encore plus à gauche qu'Alexis Tsipras, avait même traité les banquiers de terroristes. Donc on était allé trop loin. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a préparé un plan de rigueur avec les 3 organismes en question. Et il a même instrumentalisé son peuple, à savoir qu'il a proposé un référendum contre cette réforme. Et effectivement, le peuple grec a rejeté par 60% ces mesures d'austérité. En attendant, il a quand même sauvé la Grèce de la crise grecque. Est-ce qu'il a sauvé la Grèce? Oui, c'est vrai, quelque part, grâce à cette rigueur, il faut lui donner acte de cela. Effectivement, on a sauvé la Grèce, c'est-à-dire qu'il était question de faire sortir la Grèce non pas de l'Union européenne, mais en tout cas de la zone euro. Et c'était très grave, le système a failli s'écrouler et parce qu'il a accepté et mis en œuvre ces mesures de rigueur, en effet, on peut considérer qu'il a sorti la Grèce de la crise. C'est comme votre sanction presque injuste, quoi. Mais on peut dire d'une certaine façon, mais ce qu'il faut dire, c'est que la Grèce reste sous la surveillance de la Troïka. Pourquoi? Parce que la dette, c'est encore 180% du PIB. Donc, elle n'est pas encore complètement sortie, même si, effectivement, elle est sortie de la tutelle financière depuis 1 an. Alors, parlons de son successeur, ce Mitsotakis, que les Français découvrent, très clairement, qui est déjà surnommé le Macron grec, parce que réformateur, parce que proche des milieux d'affaires. Est-ce qu'il faut y voir pour autant un futur allié de la France? C'est plutôt une bonne carte pour la France? Oui, je crois que M. Mitsotakis, d'abord, est proche sur le plan intellectuel, sur le plan culturel et de la formation d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a fait les meilleures écoles aux États-Unis. Il a travaillé dans la banque, dans le secteur privé. Son épouse est dans la mode également, donc ça peut contribuer à rapprocher les pays. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une image d'homme d'affaires capable de sortir la Grèce de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et donc ça peut contribuer à rapprocher les deux pays, sachant que la Grèce et la France, traditionnellement, sont des pays qui s'entendent bien, qui sont amis. Mais effectivement, sur le plan de la réforme, sur le plan de la vision de l'Europe, cela peut rapprocher la France et la Grèce. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est très important, quelle que soit la taille du pays, d'avoir des alliés pour faire avancer cette Europe. Et sur la scène européenne, on sait déjà comment est perçu ce Kyriakos Mitsotakis, membre du PPE. C'est quelqu'un qui se mettra dans les clous de l'Europe et qui avancera en même temps que cette vision de l'Europe dont vous parliez? Incontestablement. Ce n'est pas quelqu'un qui cède aux sirènes du nationalisme, c'est le centre-droit traditionnel qui revient au pouvoir. Nouvelle Démocratie a toujours été un parti favorable à la construction européenne. Par conséquent, il va effectivement s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs. Vous savez que son père a été Premier ministre, sa sœur a été ministre des Affaires étrangères, son neveu est maire d'Athènes. Donc c'est quand même une famille politique. Il promet pour autant un renouvellement. Il promet de ne pas distribuer des postes à des gens qu'il connaît. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de népotisme et que donc ce sera un parti politique qui sera ouvert. Et d'ailleurs, il a la majorité absolue au Parlement grec. Il faut espérer qu'il puisse élargir un peu sa majorité pour ne pas avoir la tentation d'un parti hégémonique qui ça termine toujours mal en fin de compte. Pour autant, est-ce que ce sera une bonne affaire pour les Grecs? Pas sûr. Pendant la campagne, Alexis Tsipras avait dit de lui, je le cite, alors évidemment c'était son adversaire politique, on était en campagne, mais voilà ce qu'il disait: quand Mitsotakis parle de réforme, il faut comprendre qu'il y aura un coût humain. Il a personnellement licencié des milliers de personnes et Tsipras brandissait la menace d'un retour des heures sombres de l'austérité. On parle d'un dirigeant à poigne. Oui, bien sûr, mais M. Mitsotakis n'aura pas le choix. Avant les élections, il a dit « Je veux que les électeurs voient un ciel bleu et la mer bleue ». Bon, c'est très bien. Il a décidé qu'il fallait avoir un taux de croissance de 3 à 5%, car 2%, ça ne suffisait pas. Et vous disiez tout à l'heure que M. Tsipras, effectivement, avait amélioré la situation. Oui, la croissance est repartie, mais on ne peut pas d'un seul coup décréter, en appuyant sur un bouton, qu'on va avoir une croissance de 3 à 5%. Donc, effectivement, le ciel sera bleu, mais si on continue les cures d'austérité, il n'y aura pas de miracle. Que va faire M. Mitsotakis? Il va continuer la restructuration. Je viens de vous dire que la Grèce restait sous la surveillance de la Troïka, même s'il n'y a plus de tutelle a priori. Et donc, il va continuer les réformes, il va continuer la restructuration de l'économie grecque et il va continuer les privatisations qui ont commencé sous Alexis Tsipras.
Allez, on passe au deuxième thème de ce match ou de cet entretien, je ne sais plus, le dossier iranien. Avalanche de communiqués encore ce lundi. L'Union européenne appelle l'Iran à cesser ses activités d'enrichissement. La Russie se dit inquiète et appelle à poursuivre le dialogue. Alors pourquoi toutes ces réactions ? Eh bien, écoutez l'annonce de l'Iran hier. Dans quelques heures, les travaux techniques seront achevés et le processus d'enrichissement de l'uranium à plus de 3,67% sera lancé. Nous nous attendons à ce que d'ici demain matin, lorsque l'AIEA prélèvera les échantillons, eh bien nous aurons dépassé ces 3,67%. Ils sont dans l'embarras, les Européens, Patrick Martin-Genier. Là, c'est une manière de faire pression sur l'Europe pour qu'elle renégocie cet accord, pour qu'elle revoie les termes de cet accord. Pour le moins, oui, ils sont dans l'embarras, parce que vous savez que c'est l'administration Trump, Donald Trump, qui a décidé de rompre de façon unilatérale cet accord au mois de mai 2018. Et depuis un an, ce n'est qu'une escalade de propos très violents et surtout de sanctions. L'économie iranienne est exsangue. Des sanctions économiques et des sanctions financières qui visent quand même le peuple iranien et après des sanctions qui visent les dirigeants iraniens. Donc ces dirigeants et ce pays est un peu exempt sur le plan économique. Il y a des sanctions et naturellement, eh bien, ce pays essaye de trouver une solution. On a vu il n'y a pas longtemps, une quinzaine de jours, le Premier ministre Shinzo Abe se rendre à Téhéran pour essayer de se poser en intermédiaire. Et je pense qu'il faut comprendre de ce que font les dirigeants iraniens comme une volonté de dire aux Européens « aidez-nous », parce que c'est un avertissement. Alors que l'on sait que l'Iran est un pays qui est très dangereux dans la région. Ils sont concurrents de l'Arabie Saoudite, qui est soutenu par les États-Unis. Ils investissent dans le Hezbollah, dans le Hamas, des partis considérés comme terroristes et qui ont une influence importante au Liban et en Israël. Par conséquent, il y a tout intérêt à stabiliser la région. Et là, c'est une sorte peut-être d'appel de secours ou de mettre la pression sur l'Europe, qui elle-même d'ailleurs est sous la menace de sanctions économiques et financières américaines pour ne plus commercer avec l'Iran. Donc c'est vrai que quelque part, c'est un pays qui est dangereux, mais lorsqu'on prend l'initiative de rompre un contrat, on voit bien que l'autre partie va se considérer comme étant déliée de ses propres engagements. Et c'est ça qui est dangereux parce que ça peut provoquer une escalade. Mais la question, c'est que peut faire l'Europe et que peut faire la France ? On apprend à l'instant que Emmanuel Macron envoie son conseiller diplomatique à Téhéran, qui partirait demain. Alors cet appel au secours, il a l'air d'être entendu par la France, mais que peut faire la France ? La France peut être un intermédiaire comme un autre pays. La France est un grand pays, c'est une grande puissance membre du Conseil de sécurité. Je vous rappellerai que ce sont les membres du Conseil de sécurité qui ont signé cet accord iranien sur le nucléaire avec l'Allemagne. Par conséquent, c'est un appel. M. Poutine, pour la Russie, est intervenu. On a vu Shinzo Abe. Et je pense que plus des pays vont intervenir en tant qu'intermédiaire, plus ce sera important. Il me semble que la France peut jouer un rôle tout à fait essentiel pour éviter l'escalade des tensions. Alors il y en a d'autres qui veulent que l'Europe intervienne, mais d'une autre manière. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui parle d'un développement très dangereux, il nous dit « J'appelle mes amis, les dirigeants français, allemands et britanniques à imposer de dures sanctions ». Alors là, on est dans une diplomatie complètement inverse et pas du tout celle de l'Europe. Elle ne veut pas imposer de nouvelles sanctions. Non, l'Europe ne veut pas parce que cet accord valait ce qu'il valait, mais enfin, ça pouvait stopper l'escalade et la déstabilisation de la région. S'agissant d'Israël, il faut se mettre à sa place. C'est un pays qui est constamment sous danger. Je vous rappellerai qu'un haut dignitaire de l'Iran a dit récemment, si vous nous attaquez, eh bien, en une demi-heure, nous pouvons faire disparaître l'État d'Israël. Donc c'est quand même une menace très claire. Et on ne peut pas être constamment sous la menace de force, notamment le Hamas, qui est subventionné par l'Iran. Et donc ça, c'est très grave. Il faut se mettre à leur place. Leur sécurité est constamment menacée. Donc je comprends très bien la position d'Israël. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est essayer d'avoir des intermédiaires, des gens qui puissent s'interposer pour éviter l'escalade des tensions. Et je crois que la France peut jouer un rôle très important. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, Israël ne laissera pas s'envenimer la situation. Si elle pensait que la situation échappe à la fois aux États-Unis et à l'Europe, je pense que militairement, Israël interviendrait. Il y a une autre phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est celle de Dominique de Villepin, interviewé hier sur BFM. Il nous dit « Trump est parfaitement capable de faire un deal avec l'Iran ». Sous-entendu, il est en train de faire pression au maximum sur l'Iran pour arriver avec le plus de cartes possible à la table des négociations et potentiellement peser davantage parce qu'il aura fait pression avant. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je pense que c'est une remarque tout à fait pertinente parce que regardez, il est en train de faire avec l'Iran ce qu'il a voulu faire avec Kim Jong-un en Corée. En d'autres termes, il a menacé la Corée du Nord du feu nucléaire.
hein, ni plus ni moins. Et d'un seul coup, il se rend, il va rencontrer 3 fois en disant Kim Jong-un peut-être mon meilleur ami. Il a dit exactement la même chose du régime iranien. Il a dit si finalement on renonce, si on arrive à négocier, nous serons les meilleurs amis du monde. Donc ça peut être effectivement une stratégie qui consiste à mettre une pression maximum pour forcer éventuellement une rencontre entre les dirigeants, le président Rouhani, les dirigeants iraniens et lui-même dans un endroit qu'il choisira. Et beaucoup vous diraient que l'Iran, c'est pas la Corée du Nord. Hein. Non, c'est pas la Corée du Nord, il y a quand même des enjeux différents, mais je pense que c'est la technique de Donald Trump, c'est moi, je dois toujours gagner dans toutes les situations, je suis un businessman en fait, et donc je fais pression, et c'est un peu un jeu de poker menteur, et c'est à celui qui avancera ses cartes le plus loin possible pour essayer d'obtenir un avantage marginal. Ça veut dire qu'il ne faut pas spécialement être alarmiste ce soir? Je ne pense pas, non, je ne pense pas, parce qu'on ne va pas s'envoyer des bombes, hein, c'est pas possible. L'Iran ne le veut pas, économiquement, il ne pourrait pas supporter. Donald Trump est en campagne électorale, il n'a pas du tout intérêt à envoyer des troupes. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que l'Allemagne elle-même, à la demande des États-Unis, ne va pas envoyer de troupes en Syrie. Bon, c'est autre chose, mais qu'il s'agisse de l'Europe ou des États-Unis, personne ne veut envenimer la situation. Par conséquent, en effet, ça doit être une situation qui peut se réguler sur le plan de la diplomatie. Dernier thème que je voudrais évoquer avec vous, Patrick Martin-Genier, ce sont les migrants comme pomme de discorde entre le pape François et Matteo Salvini. On a d'un côté le ministre de l'Intérieur italien dont l'axe central, vous le savez peut-être, est le rejet des migrants et la fermeture des ports, des bateaux affrétés par les ONG. Il a d'ailleurs ouvertement critiqué le souverain pontife, c'était lors d'un meeting récent. Écoutez. Je ne dois pas parler non plus de sa sainteté le pape François qui aujourd'hui a dit que nous devons réduire les morts en Méditerranée. La politique de ce gouvernement continue de réduire les morts en Méditerranée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et moi, personnellement, je confie à l'Italie ma vie et la vôtre, au cœur immaculé de Marie, qui sans aucun doute nous mènera jusqu'à la victoire. Voilà pour Matteo Salvini. Et puis on a d'un autre côté le pape François, dont l'axe central est au contraire la défense et l'accueil des migrants, devenus selon lui, je cite, le symbole de tous les exclus de la société mondialisée. Il ne répond pas directement aux provocations de Salvini, mais il a célébré ce matin une messe spéciale, dont vous voyez quelques images, sur le sujet pour marquer le 6e anniversaire de son déplacement très spécial à Lampedusa. On l'écoute. Ce sont les derniers abusés et abandonnés qui meurent dans le désert. Ce sont les derniers torturés, maltraités et violentés dans les camps de détention. Ce sont les derniers qui défient les flots d'une mer impétueuse. Ce sont les derniers abandonnés dans des camps pour un accueil trop long pour être appelés provisoires. Les derniers qui défient les flots d'une mer impétueuse. Il n'y a pas de réponse directe à Salvini, mais c'est intéressant ce qui se passe. Un ministre de l'Intérieur qui s'oppose au pape François, c'est très particulier sur la question des migrants. C'est très particulier parce que Matteo Salvini est un chrétien. Le message chrétien, hein, c'est de recevoir les gens, même si on a le droit de protéger les frontières. Et le pape est dans son rôle. C'est une autorité spirituelle, c'est une autorité morale, une autorité politique. Il est chef de l'État du Vatican. Par conséquent, il a un rôle très important. Et il est dans son rôle de dire attention, il faut quand même accueillir, on ne va pas laisser mourir les gens en Méditerranée. Et Salvini, de son côté, a tout à fait le droit de dire on va protéger des frontières, l'Union européenne aussi d'ailleurs. Mais à un moment donné, il ne faut pas constamment passer son temps à violer les règles du droit maritime et humanitaire. Regardez la capitaine du Sea-Watch qui a été emprisonnée, traduite en justice. La justice italienne a libéré cette personne. Et donc on est en plein, si vous voulez, dans un débat où on a un responsable politique, mais en fait qui pense politique. Parce que si aujourd'hui il y avait des élections en Italie, il serait le futur Premier ministre. Hein, et il a le soutien de pratiquement 60% de la population italienne. Le pape François est-il vraiment dans son rôle? Beaucoup disent en Italie qu'il se met à faire vraiment de la politique. Il ne peut pas dire autre chose, c'est une autorité spirituelle, morale, et donc c'est le leader des chrétiens, et le message de la chrétienté, me semble-t-il, c'est lui qui est le mieux placé pour le diffuser, dire attention, il faut penser à son prochain, ce qui ne veut pas dire, il n'a pas des propos qui seraient des propos contre le gouvernement italien, il ne pourrait pas d'ailleurs, mais il est quand même chef de l'État, je dirais que le Vatican est quand même représenté au niveau international, au niveau de l'ONU, souvent on fait appel au chef de l'État du Vatican, au Vatican pour faire des médiations internationales, donc il est parfaitement dans son rôle, mais il ne rentre pas dans la politique politicienne que souhaite M. Salvini.
Merci infiniment, Patrick Martin-Genier, d'être venu nous éclairer sur ces 3 points internationaux ce soir. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions internationales et européennes. On l'aura remarqué. Je rappelle le titre de votre livre, L'Europe a-t-elle un avenir? Merci infiniment. Merci. On va plus loin. Continue, place à notre grand débat. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va s'arrêter sur ce coup de tonnerre dans le monde de la finance. La Deutsche Bank lance le plus grand plan social de son histoire, 18 000 emplois supprimés, c'est 1/5 de ses effectifs, des chiffres qui donnent le vertige. Comment la banque allemande en est-elle arrivée là? Faut-il y voir une menace pour tout le système bancaire? Pire, un crash à la Lehman Brothers? On va ouvrir le débat avec nos invités après l'éclairage de Sandra Cerquera. C'est le plus grand plan social de son histoire, mais ce n'est pas une surprise. Et c'est surtout le plan de la dernière chance pour la Deutsche Bank. 18 000 emplois supprimés, c'est 1/5 des effectifs, une restructuration à plus de 7 milliards d'euros. C'est tout simplement la fin de la Deutsche Bank en tant que banque d'investissement. Longtemps un des symboles de la puissance économique de l'Allemagne, l'institution ne s'est jamais remise de la crise des subprimes il y a 10 ans. Depuis 2007, son action a perdu 95% de sa valeur. En plus de nombreux scandales, des accusations de manipulation de taux d'intérêt, des soupçons de blanchiment d'argent, la banque annonce qu'elle va se recentrer sur ses activités les plus modestes de banque de détail, c'est-à-dire les prêts aux particuliers et aux entreprises. Nous voulions mettre un terme à toute spéculation qu'il y aurait d'autres restructurations à venir. Nous sommes confiants qu'il s'agit là de la dernière restructuration. Nous avons hâte de laisser cet obstacle derrière nous pour nous concentrer sur notre cœur de métier. Mais la question que beaucoup se posent, ce plan de restructuration sera-t-il suffisant? N'est-il pas déjà trop tard pour sauver durablement l'ancien fleuron de la finance allemande? Avec nous pour le grand débat d'OVPL, Stéphanie Villers, bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de la zone euro. Sophie Fay, bonsoir. Bienvenue. Grand reporter au service économie à l'Obs. Vous venez tout juste de remporter le prix du meilleur article financier 2019. Félicitations à vous. Merci. On va voir la une de l'Obs au passage cette semaine. Les clés de la confiance en soi par le philosophe Charles Pépin. Une grande question. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. Bienvenue. Je suis éditorialiste économique. Merci à vous d'être ici. Et Benjamin Correa, bienvenue et merci. Professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés. 18 000 suppressions de postes, un plan de restructuration à 7,4 milliards d'euros. On parle de la plus grande banque allemande. Stéphanie Villers, c'est historique. Est-ce que, comme certains le disent déjà, c'est le plan de la dernière chance pour ce qui est de la Deutsche Bank? Ah oui, là pour le coup, il y a eu des plans de restructuration à travers ces dernières années. Là, 18 000 suppressions d'emplois, on peut pas, c'est 20% d'emplois en moins supprimés, on peut pas faire plus. Par contre, il n'y a pas de surprise. On savait que Deutsche Bank se portait mal financièrement depuis des années, donc il n'y a pas eu de choc et ni non plus pour l'instant de risque de contagion vers d'autres banques. C'est plutôt bon signe. Parce que c'est toujours la crainte en Europe pour plusieurs raisons. Ouais. Donc bon, ils ont essayé de faire des annonces qui n'ont pas totalement convaincu aujourd'hui les marchés, parce que le titre a décroché par rapport à l'ensemble de l'indice. Donc bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé de limiter la casse. Il faudra voir sur le plus long terme si ils vont réussir à mettre en place ce plan qui est ambitieux. C'est pas uniquement des suppressions d'emplois, c'est vraiment ils arrêtent sur certains secteurs financiers, ils arrêtent leurs activités. Donc là, c'est difficile. Oui, ça rigole pas. Sophie Fay, c'est un plan qui peut sauver la Deutsche Bank, ou c'est déjà trop tard pour la sauver, ou c'est ce qui explique le fait que les syndicats saluent ce plan de sauvetage et ces suppressions de postes par milliers? Ça devrait la sauver, mais sous une autre forme. Ça ne sera pas la même banque avant et après. C'est une banque qui se cherche depuis déjà, même avant la crise financière de 2008. En fait, elle a voulu être aussi forte que les banques américaines. Elle a voulu rivaliser avec les Goldman Sachs, avec les Merrill Lynch. Elle a voulu... je crois qu'ils en avaient assez de voir ces banques américaines qui venaient très puissantes sur les marchés financiers, très puissantes sur les fusions-acquisitions. Ils ont voulu être aussi gros. Ils ont racheté une de ces banques, la banque Bankers Trust. Et depuis, ils ne savent plus très bien qui ils sont. Ils ne savent plus s'ils sont une banque allemande. Ils ont un peu perdu leur ancrage dans le marché allemand. D'ailleurs, ils sont très peu populaires en Allemagne puisqu'on leur reproche de ne pas soutenir justement l'industrie allemande, l'économie allemande. Ils sont passés dans la culture des traders, dans la culture des très gros salaires,
très gros revenus, très gros bonus. Ils ont vu trop gros, quoi. Ils ont été beaucoup trop gourmands. Voilà, trop gourmands. Et puis, ils sont coincés entre deux exigences. La réglementation américaine qui s'est durcie, mais qui s'est adaptée au modèle américain, donc qui est très profitable aux banques américaines, qui sont devenues très conquérantes en Europe aussi. Et il reste quand même une banque européenne, donc très soumise à la réglementation européenne, qui a été considérablement durcie. Donc, les autres banques européennes s'y sont adaptées beaucoup plus tôt. Et eux, ils font tout d'un coup et un peu tard. Benjamin Corriat, comment l'économiste atterré que vous êtes perçoit ce plan de sauvetage, plan de restructuration, 18 000 postes supprimés, mais les syndicats disent bravo puisque ça va sauver la banque. Comment vous voyez cela ? Écoutez, comment je le vois ? Je vois surtout qu'on a une illustration parfaite de ce qu'on appelle too big to fail, trop gros pour disparaître. Parce que sinon, cette banque, étant donné ses frasques multiples et répétées au cours du temps, aurait dû être liquidée depuis longtemps. Bon, il se trouve que c'est parfaitement impossible, parce qu'il y a une dimension, comme on dit, systémique. On peut même se demander si un certain nombre de dirigeants qui se sont succédés, c'est le 5e au cours des dernières années, n'ont pas usé et abusé de cette situation de too big to fail pour continuer. Parce que si on fait l'inventaire, non seulement du fait que la banque n'a pas trouvé sa voie, ce qu'on peut à l'extrême limite comprendre, mais si on fait l'inventaire des manquements aux réglementations, c'est impressionnant. Ils ont tout fait. Ils ont été condamnés à des amendes sur les subprimes, sur des manipulations de taux au jour le jour. Donc des mauvais élèves, c'est ce que vous nous dites. Mais c'est des tricheurs, c'est des tricheurs systématiques. Ils sont dans les Panama Papers, ils sont dans le blanchiment d'argent ukrainien. Encore, il y a un mois, il était question de manœuvres un peu compliquées autour d'argent, liées d'ailleurs à des banquiers très proche de Trump. Alors ça, c'est pas encore avéré. Mais je veux dire, ça, c'est la semaine dernière. Donc je veux dire, c'est une longue série. Ce type de banque ne devrait pas exister. Donc là, il y a vraiment un immense problème. Et il est inquiétant de voir que le système bancaire ne peut pas liquider ce genre d'entité pour les raisons que tout le monde connaît, trop d'emplois, trop de risques systémiques. Mais c'est vraiment le type d'enfant généré par la déréglementation financière dont on n'arrive pas à se débarrasser 15 ans plus tard. Alors je suis curieuse d'avoir l'avis de Jean-Marc Silvet sur la question. Deutsche Bank ne devrait plus exister depuis longtemps ? Non, mais ça, on peut toujours dire ça. Oui, il y a quelques motifs. Oui, mais ni lui ni nous ne pouvons décider ce genre de choses. Donc, non, on compare beaucoup Deutsche Bank aujourd'hui à Lehman Brothers. Je crois qu'on devrait comparer Deutsche Bank au Crédit Lyonnais. On a vécu ça en France, le Crédit Lyonnais, c'est-à-dire une banque qui se croyait tout permis, qui se croyait la possibilité de prendre des investissements, de prendre des participations dans toutes les entreprises, avec des contre-pouvoirs qui étaient assez mal contrôlés, assez mal fonctionnés. Et le Crédit Lyonnais, donc, est tombé un peu comme la Deutsche Bank est en train de tomber. C'est la banque d'investissement. C'est pas forcément systémique comme Lehman Brothers, parce que Lehman Brothers, on était sur des cavalcades de crédit, et notamment le crédit immobilier. On y reviendra sur la comparaison avec Lehman Brothers. C'est de la banque d'investissement. Et de ce point de vue-là, ça reflète assez bien la structure de l'appareil économique allemand. C'est-à-dire que la banque d'investissement, c'est la banque qui fait des opérations de haut de bilan, c'est-à-dire qui fait des augmentations de capital, des fusions, des acquisitions, du conseil en stratégie, etc. Et il se trouve que l'économie allemande, elle n'est pas tellement dynamique dans ce domaine-là. Le marché des entreprises en Allemagne, il est beaucoup moins prospère que le marché des entreprises dans les pays anglo-saxons. Donc c'est une activité qui a un peu périclité, avec en plus des malversations, avec en plus des dirigeants. Je crois que c'est la banque au monde où il y a le plus de dirigeants qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Et là, le résultat, c'est la constitution de ce qu'on appelle une bad bank, puisque dans laquelle on va loger une structure de défaisance, dans laquelle on va loger, écoutez bien, presque 300 milliards d'actifs au bilan. Or, l'évaluation réelle de ces 300 milliards, ça ne doit pas dépasser les 80 milliards aujourd'hui. Donc, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui effectivement,
notre paye. Alors, donc on est dans la situation quand même très très proche du Crédit Lyonnais. Plusieurs questions qui se posent quand même ce soir. Cette Deutsche Bank est-elle un Lehman Brothers en puissance? Tout le monde y pense ici en Europe. Faut-il redouter un crash financier tel qu'on l'a connu en 2008? Souvenez-vous des propos de Dominique Strauss-Kahn en septembre dernier. Il accordait un entretien à l'agence France Presse à l'occasion du 10e anniversaire de la crise financière et lui-même faisait une brève allusion, mais signifiante, à la banque allemande. Je le cite: « Imaginez que demain, la Deutsche Bank ait des difficultés. Ce n'est pas les 8% de capital dont elle dispose qui vont résoudre le problème. En vérité, on est moins bien préparé. La régulation est insuffisante. » Une allusion qui, à l'époque, n'avait pas échappé aux experts. L'économiste Christopher Demby qui était revenu, c'était lors d'un Monde en Doc sur Public Sénat en septembre dernier. Écoutez. C'est très dur de pointer une banque en particulier, mais c'est un peu un secret de polichinelle dans les milieux bancaires. Il a notamment pointé du doigt les difficultés de Deutsche Bank. Ça fait 2-3 ans qu'on sait très bien que Deutsche Bank est face à une difficulté extrêmement importante. Il y a une défiance des investisseurs des marchés financiers à l'égard de cette banque. Il faut rappeler quand même que cette banque, avec BNP Paribas, donc les deux banques, c'est deux principales banques de la zone euro, et donc ça pose un réel problème. Et Deutsche Bank, c'est bien pire que Lehman Brothers. Deutsche Bank, c'est bien pire que Lehman Brothers. Secret de polichinelle. Stéphanie Villers, c'est un extrait qui date de septembre dernier. Oui. C'était écrit ? Alors, c'était écrit qu'il fallait de toute manière que ça allait mal finir, hein, cette histoire. Ils n'ont pas arrivé dans un contexte difficile à rétablir leur rentabilité. Il faut voir qu'il n'y a pas uniquement Deutsche Bank qui va mal. Hein, c'est-à-dire c'est l'ensemble du secteur de la banque d'investissement qui va mal. Hein, c'est-à-dire qu'avec les conditions de marché, pour ne pas rester technique, sont très mauvaises. On a depuis 2012 des taux d'intérêt qui sont pratiquement à zéro. Et une banque d'investissement, ça gagne de l'argent lorsque les taux d'intérêt sont élevés, en gros. Alors, lorsque les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, c'est difficile de faire du chiffre d'affaires. Donc, l'ensemble du secteur est en train de souffrir, c'est-à-dire toutes les banques d'investissement sont en train de souffrir. On a vu la Société Générale a annoncé effectivement resserrer ses équipes dans ce secteur-là. Donc c'est inquiétant ce que vous nous dites. Oui, non, ça veut dire qu'il faut redouter une nouvelle crise. Je me mets à la place des téléspectateurs qui découvrent peut-être le problème. Voilà, c'est-à-dire que on nous vend, la Banque Centrale Européenne nous vend effectivement ce scénario de taux très bas en disant ça va permettre, on a un problème d'inflation en zone euro, il n'y a pas d'inflation, on est obligé de maintenir les taux d'intérêt très bas pour essayer de relancer la machine. Mais ça fait 5 ans que ça dure. Et en plus, la BCE nous dit, vraisemblablement au mois de septembre, on va continuer à remettre une couche pour essayer de maintenir ces taux. Alors, il y a l'exemple qu'on connaît, c'est le Japon. Hein, au Japon, on a connu exactement la même chose. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de sortir de l'inflation, enfin, qu'ils essayent de faire renaître l'inflation, essayent de sortir des taux à zéro, ils ne s'en sortent pas. Alors on sait très bien, après, derrière, c'est des risques en chaîne sur l'ensemble du secteur financier et bancaire, c'est-à-dire que si on a une rentabilité nulle, ça va forcément peser sur le secteur. Sophie Fay, le constat est inquiétant, vraiment ? Est inquiétant, mais j'ai envie de mettre un bémol quand même, parce que les crises bancaires sont en général provoquées par le manque de liquidité. C'est-à-dire tout à coup, il y a une banque qui n'arrive plus à trouver les liquidités pour rembourser ce qu'elle doit aux autres au jour le jour. Plus personne ne veut lui prêter parce qu'il n'y a plus de confiance. Ce n'est pas le cas avec la Deutsche Bank. Les problèmes de liquidité, il n'y en a pas justement parce que les banques centrales en ce moment, aussi bien la Banque centrale américaine que la Banque centrale européenne, en déverse énormément sur les marchés. Donc il n'y a pas de risque à court terme. Elle avait un problème de modèle, un problème de rentabilité, un problème d'éthique, un problème de gouvernance, mais pas un problème de liquidité à court terme. Donc j'ai plutôt l'impression qu'elle va, en annonçant ce qu'elle a annoncé, personne ne pense qu'elle est tirée d'affaire, mais tout le monde pense qu'elle prend les choses de telle manière à ce qu'elle s'en sorte et pas à ce que ça produise une crise de marché. Et pourtant, quand on se renseigne sur le dossier, ce que j'ai fait toute la journée pour préparer ce débat, on s'aperçoit qu'il y a presque un tabou autour de la Deutsche Bank, que ça fait des mois que beaucoup savent qu'on va vers un crash et qu'on ne le dit pas. Moi, j'ai vécu le Crédit Lyonnais. C'est le même tabou il y avait le même tabou sur le Crédit Lyonnais. Vous confirmez ce tabou, donc ? Personne n'osait parler de cette situation. Et le problème de la banque d'investissement, bien sûr, c'est lié au taux d'intérêt, mais ça n'a fait que révéler le fait que cette banque, elle a multiplié des investissements à risque. Elle a multiplié des participations dans des entreprises allemandes, industrielles, dont on loue en général la performance. Mais en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises très moyennes en termes de... Et la question, c'est est-ce qu'il y a ce risque de contagion Non, il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas qu'il y ait de risque de contagion et systémique. Parce qu'il n'y a pas de... Lehman Brothers, il y avait une systémie
absolument incroyable parce qu'on avait revendu en produits dérivés la plupart des subprimes. Donc tout le monde en avait plein les poches, y compris la Deutsche Bank, le Crédit Agricole en France et d'autres banques. Donc là, c'était grave. Et ça a bloqué le marché interbancaire. Ça ne bloque pas le marché interbancaire aujourd'hui. Parce que l'allusion de DSK, elle est claire quand même. Hein. Il parle de la Deutsche Bank, il la nomme. Hein. Oui, parce qu'on savait tous qu'il y avait un problème de rentabilité. Tous, mais pas les épargnants et peut-être pas les... Ça envoie quelques signes inquiétants. Bon, les gens autour de cette table le savent, mais les téléspectateurs ne le savent pas nécessairement. Les stress tests de l'année dernière, de la Fed, ont été positifs pour la Deutsche Bank. Bon. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème dans le caractère efficace de la réglementation et du contrôle et de la surveillance. Et du contrôle financier. Bon, il faut tout dire, les stress tests étaient organisés autour de la question la Deutsche Bank peut-elle utiliser ses disponibilités financières pour racheter des actions et augmenter les titres boursiers? La réponse a été oui. Non, mais ça dit quand même beaucoup de choses sur la manière dont la supervision financière est faite. Alors, je dis pas du tout qu'il n'y a pas eu de renforcement depuis 2008. Il y a eu incontestablement des renforcements depuis 2008 et on a colmaté les dangers les plus grands. Mais le fait que 15 ans plus tard, si on peut dire, on est toujours ce monstre qui continue d'opérer, est un peu inquiétant. Et puis je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. On ne peut pas reprocher à la Banque Centrale Européenne d'avoir inondé le marché de crédit parce que c'était nécessaire pour des tas de raisons, de crédit à des taux très bas. Et je crois qu'ils ont eu parfaitement raison de le faire. Mais maintenant, il y a deux problèmes. C'est comment on en sort. On voit bien que l'économie est complètement droguée à ça et qu'on n'arrive pas à en sortir. Et qu'une économie dans laquelle on ne paye pas le crédit crée des comportements qui, évidemment, posent problème, plus le fait que pour les banques d'affaires en particulier, alors effectivement, c'est une situation très difficile. Donc, pour conclure, oui, il y a un resserrement. Je ne pense pas qu'il y ait ce cas lui-même soit générateur à lui tout seul de risques systémiques, mais c'est quand même l'indication d'une fragilité dans laquelle nous sommes toujours. Je voudrais quand même vous lire les propos de Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC. Alors, va-t-on vers un risque de crise financière majeure? Lui, il répond oui, dans le Parisien ce week-end. Et ce sera même le grand chantier de Christine Lagarde, dit-il, nouvelle patronne de la BCE. Je crois, hélas, qu'elle devra faire face pendant son mandat à une crise financière violente. Aujourd'hui, le grand danger est lié à notre système globalisé et hyper connecté. L'univers bancaire est mieux régulé qu'avant la crise de 2008, mais il reste beaucoup de zones grises dans la finance. Oui, ah bon? Oui. L'union bancaire est encore en état de nourrisson. Il nous dit que Christine Lagarde fera face à une crise financière. Parce qu'il n'y a pas que, parce qu'il n'y a pas que la Deutsche Bank. On sait qu'il y a énormément de banques en Italie qui vont mal. Et puis rien n'a été bel et bien mis en place de manière sérieuse en Italie pour espérer qu'il y ait une amélioration rapide de ce secteur-là dans les prochaines années. Donc on sait que ça n'a pas été géré. On sait aussi qu'en Allemagne, il n'y a pas uniquement, il y a Commerzbank aussi qui souffre. Enfin, il y a pas mal d'autres banques qui pourraient venir gonfler les rangs des sociétés, des entreprises financières en difficulté. En France, ça va un peu mieux. On est un peu protégé par ces risques-là. Mais effectivement, tant qu'il n'y a pas cette union bancaire qui a avancé, et ce qui est quand même dommage, c'est quand même l'Allemagne qui freine. C'est pas la France qui freine pour essayer d'assurer une meilleure réglementation pour pouvoir avoir une plus grande solidarité entre les banques et pas demander aux États de financer les problématiques des banques européennes, mais que ce soit des solutions internes au secteur bancaire pour qu'effectivement il y ait ce système de protection. Mais c'est l'Allemagne qui ne veut pas. Donc il va falloir qu'elle fasse face à ce type de difficultés, si effectivement on apprend qu'il y a d'autres banques allemandes qui vont mal. Mais la crise financière est une évidence. Je vous voyais faire la moue, Jean-Marc. Non, je ne fais pas du tout la moue, mais le système bancaire allemand est organisé de façon très différente du système bancaire français. Il est très imbriqué dans les régions. Les régions allemandes sont partie prenante dans cette affaire. Et puis il y a aussi une imbrication entre tous les acteurs sociaux. Vous voyez, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de débat et de polémique autour de la Deutsche Bank en Allemagne, notamment dans la presse. On a coupé les dividendes, on a coupé les rachats d'actions, c'est-à-dire qu'on fait payer une partie des actionnaires. Quant aux syndicats, ils se disent, après tout, on va faire le gros dos et puis on va attendre que ça... Le gros problème, c'est qu'ils ont
ils ont à peu près 200 milliards d'actifs pourris, entre guillemets, sur le marché. Le CDR avait pas autant quand ils ont repris les actifs pourris du Crédit. Ça, on a mis 20 ans à se débarrasser de ça. Et on ne sait pas qui va les payer, c'est ça le problème. Voilà, non, vous ne savez pas. Ça va être les acheteurs. Il y a l'annonce qu'il va être fabriqué ce qu'on appelle une bad bank, c'est-à-dire une banque dans laquelle on va mettre... Une structure de défaisance, une déchetterie en fait, quelque part. Alors, pour le moment, on ne sait absolument pas qui va être au conseil d'administration et qui va payer la différence. Vous avez bien vu ce qui s'est passé pour le Crédit Lyonnais, c'est l'État qui a payé. Alors, donc le contribuable. Si c'est l'État, comme c'est infiniment probable, l'État ou les régions. On ne voit pas que ce soit les actionnaires qui vont payer leurs frasques. C'est jamais arrivé dans les... Vous avez les régions sont actionnaires. Sophie Fay, peut-être qu'on n'a pas entendu. Sont fortement actionnaires. Moi, j'ai l'impression que... Mais bien sûr que si l'État devait garantir cette bad bank, on le saurait déjà. Je pense que la Deutsche Bank est en mesure de gérer ses actifs. La seule chose, c'est que ça veut dire qu'elle va avoir une rentabilité très mauvaise pendant des années et ça veut dire qu'elle ne peut plus faire appel à des actionnaires ou lever des capitaux pour augmenter son capital, ce qui va être nécessaire. Donc, d'où l'idée de dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui grève ma rentabilité, je le mets à part. Cette structure à part se financera, ils vont expliquer comment elle va se financer sur les marchés, mais par ailleurs, ça me permettra, moi, Deutsche Bank, de continuer avec des activités assainies et de repartir et de continuer à financer correctement l'économie allemande sur mon marché. Mais pour l'instant, il n'a à aucun moment été question que l'État allemand intervienne. Et l'État allemand est très attentif, très soucieux à ce qui se passe. Et transparent ? Assez transparent. Vous savez, il y a une tradition en Allemagne qui est que l'État, depuis le nazisme et tout ça, l'État ne se mêle pas des affaires et du secteur privé, c'est vraiment très étanche, cloisonné. Très cloisonné. Mais là, l'État allemand est intervenu, l'État fédéral est intervenu pour s'occuper de la Commerzbank. Et il a été question de rapprocher Commerzbank et Deutsche Bank, et le ministre des Finances et le ministre de l'Économie sont très au fait de la situation des deux banques et le suivent de près. Et donc, on ne peut pas imaginer à aucun moment qu'il y ait un risque global. Quand il s'agit de retarder la réglementation sur la pollution automobile, l'État allemand est très actif. C'est encore autre chose. Donc, non, mais ça veut dire que officiellement, il n'intervient pas à la manière de l'État français, mais il pèse de tout son poids sur un certain nombre de décisions et de réglementations. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'on sorte, on va voir, pour le moment on ne sait pas, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on sorte de l'épisode Deutsche Bank sans que... sans séquelles. Ah oui, sans séquelles et sans que l'État joue son rôle. Oui, d'autant que l'État peut jouer son rôle, l'État allemand, parce qu'il a les moyens. Pour le coup, c'est ça qui peut être aussi rassurant. Ils ont un solde budgétaire positif, donc ils peuvent soutenir, contrairement, si on regarde nous la France ou encore pire l'Italie, ils sont face à ces situations-là. Donc eux, les Allemands peuvent se décider d'aider et soutenir Commerzbank ou Deutsche Bank pour les sortir de cette affaire. Alors, si toutefois une grande banque faisait faillite aujourd'hui, l'Europe est-elle mieux armée ? On va aborder un point que vous avez déjà un petit peu abordé, Stéphanie Villers. A-t-elle tiré les bons enseignements de la crise de 2008 ? Sur le papier, en tout cas, des choses ont été faites, souvenez-vous. Le 15 avril 2014, le Parlement adoptait l'union bancaire, c'est-à-dire ce mécanisme européen de surveillance et de gestion des faillites éventuelles des 130 plus grands établissements bancaires. Mais pour qu'il soit totalement opérationnel, effectivement, le gouvernement français veut aller plus loin. C'est Bruno Le Maire qui l'expliquait aux parlementaires il y a encore quelques semaines. Écoutez. Renforcer la zone euro, c'est d'abord mettre en place une union bancaire. L'union bancaire doit nous permettre de faire face à n'importe quelle crise financière sans que ce soit l'épargnant qui paye, sans que ce soit les États qui payent et sans qu'il y ait à nouveau un risque de boucle souverain bancaire qui pourrait déstabiliser la zone euro. Renforcer la zone euro, c'est mettre en place un budget de la zone euro. Un budget à la fois d'investissement pour favoriser la convergence entre les économies et, je le souhaite, un budget de stabilisation. Sophie Fay, moi ce que je comprends, c'est que donc, cette union bancaire n'est effectivement pas complètement finalisée et qu'elle ne nous protège donc pas complètement encore aujourd'hui. Elle ne protège pas encore tout à fait complètement parce qu'il manquait une dernière brique qui était la protection des dépôts. C'est-à-dire que les Allemands avaient une peur qui était qu'un jour le contribuable allemand ait à payer
pour les déposants italiens. Donc il manque ces dernières briques, mais elle a quand même considérablement avancé. On n'est pas du tout resté... Sans ces briques, on peut aujourd'hui, si demain la Deutsche Bank fait faillite, s'en sortir quand même. Si demain, regardez ce qui s'est passé en Italie, les banques étaient en difficulté, l'État italien a été à même de faire ce qu'il fallait. En dehors de l'union bancaire. Ben oui, ma question c'est est-ce que l'union bancaire est... Aujourd'hui, s'il arrive quoi que ce soit à la Deutsche Bank, l'Allemagne fera ce qu'elle a à faire dans l'union bancaire et vous pouvez compter sur Angela Merkel pour être très dure avec les actionnaires de Deutsche Bank, puisque c'est elle qui, parmi les chefs d'État, a toujours été la plus dure avec les actionnaires des banques et qui a toujours trouvé qu'en 2008, on avait fait la part belle aux actionnaires par rapport aux États qui avaient dû, par exemple, compenser sur la crise grecque. Elle voulait plus que ce soit les États qui viennent à la rescousse des créanciers privés. Donc en l'espèce, il n'y a pas besoin d'avoir peur. La crainte de Bruno Le Maire, elle est plutôt sur une nouvelle crise qui aurait une autre forme, une nouvelle crise où un État ne serait plus capable de faire face aux problèmes de ses banques parce qu'il aurait déjà derrière lui une crise économique à gérer. Donc plutôt une crise qui toucherait une nouvelle crise italienne ou une nouvelle crise française, une nouvelle crise grecque, mais pas une crise qui concernerait l'Allemagne en l'occurrence. Oui, avec en plus des banques centrales qui n'ont pas forcément les moyens de faire ce qu'ils ont déjà fait depuis 10 ans. Faut quand même temporiser parce que d'abord, souvenez-vous 2008, je trouve que les États européens, c'était en octobre 2008, peu de temps après Lehman Brothers, ont pris des mesures absolument extraordinaires de rapidité et d'efficacité pour bloquer finalement l'effet systémique. Et bon, alors ça n'a pas empêché le blocage du marché interbancaire, donc la paralysie du système industriel, donc la crise sociale, etc. Mais on a quand même évité une sorte de catastrophe. Pour vous, les enseignements ont été tirés? Alors les enseignements ont été tirés ce jour-là en catastrophe au moment de la crise, dans l'urgence, mais ils ont été tirés ensuite, après, et notamment à l'initiative du président français, qui a demandé un durcissement des conditions de fonctionnement des banques. Et le durcissement a été tel, notamment en coefficient de solvabilité, tel que la plupart des banquiers, souvenez-vous de Bâle 2, on était à Bâle 2, Bâle 2 et Bâle 3, les conditions, qui fixaient les conditions de fonctionnement des banques. Et ces conditions-là ont été très durement vécues par les banquiers et par les entreprises, parce que tout le débat consistait à dire, mais banquiers, vous n'intervenez plus dans les entreprises. Les banquiers venaient vous dire, mais on ne peut pas intervenir dans les entreprises, puisqu'on nous demande de reconstituer des fonds propres, on nous demande de reconstituer des fonds de garantie. Ils n'avaient pas tort. Et pendant ce temps-là, le système américain, lui, se libérait d'un certain nombre de ses contraintes pour pouvoir repartir à fond la caisse. Benjamin Correa. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Oui, mais trois choses, si vous voulez, pour tempérer. Je ne suis pas un désaccord fondamental, mais trois choses pour tempérer. Premièrement, oui, il y a une très bonne réaction, etc., mais cette très bonne réaction a fait qu'on est passé d'un taux d'endettement moyen de 60% à 90%. Oui, mais enfin, les banques centrales... Oui, mais c'est de là qui vient le taux d'endettement. Non, mais je dis ça au passage parce qu'on a tellement dit que ça venait d'un État social laxiste que c'est le moment de rappeler que ça vient pas du tout de là. C'est fait. Ça, c'est un premier... L'Allemagne n'a pas augmenté son endettement. L'Allemagne ne l'a pas augmenté, mais la France et l'ensemble des pays d'Europe... Non, mais ce qui est embêtant, indépendamment de ce rappel, dont je pense quand même qu'il est très important à faire, c'est que c'est un fusil à un coup. C'est un fusil à un coup. Ça veut dire que si jamais... les taux d'intérêt sont négatifs, on ne peut pas les baisser beaucoup plus. Voilà, si jamais il y avait nécessité de s'endetter et de passer à 120 ou à 130%, je crois qu'on pourrait tout simplement pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est tout à fait vrai qu'il y a une série de choses qui ont été colmatées, mais dans la finance, c'est un peu comme dans la ligne Maginot, quoi. C'est-à-dire que ça passe toujours par des points de défaillance de la réglementation. Et des points de défaillance de la réglementation, ils sont innombrables. Donc vous n'êtes pas si optimiste Non, je suis moins optimiste que la moyenne. Ça veut dire, je ne pense pas que cet épisode va se traduire par une crise systémique, mais je ne pense pas qu'on est à l'abri d'une crise systémique. Il nous reste moins d'une minute. Oui, mais les banques en Europe se plaignent en disant, à cause de toute cette réglementation, on va dans le mur parce qu'on n'arrive pas, effectivement, comme les Américaines, à s'en sortir. Ce serait le paradoxe. La réglementation mise en place post-crise 2008, soi-disant, pourrait provoquer finalement... En tout cas, voilà,
c'est ce qu'elles disent. Elles disent c'est ça qui risque de nous emmener dans le mur, en fait. C'est pas faux quand vous interrogez à ça. Le vrai risque, c'est un problème informatique, c'est un virus informatique, c'est quelque chose qui se mettrait à paralyser le système en réalité, quelque chose qu'on n'imagine pas. Pour ce qui est des risques, pour l'instant, ils sont quand même assez surveillés par la réglementation, assez bien contrôlés. Donc il y aura un jour un risque exogène qui ne sera pas prévu et qui là sera très difficile à gérer, mais on ne sait pas du tout d'où il va venir. Et il ne viendra a priori pas, d'après ce que vous me dites ce soir, de la Deutsche Bank. Merci en tout cas, merci infiniment pour votre éclairage. C'est la fin de ce grand débat, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Demain, dans Territoire d'Info, l'invité sera Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.